où est apparue l'agriculture à l'époque néolithique, à quelle date à peu près, comment ça paraît s'être passé, et puis peut-être même pourquoi. Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Deuxième série de questions. Deuxième série de questions. Attendez, on va régler. Comment ensuite cette agriculture qui est apparue en quelques endroits du monde s'est répandue à travers le monde? Et puis une question qui ne manque pas de se poser, quels sont les mécanismes de la domestication des plantes cultivées et des animaux d'élevage? On pourrait ajouter dans quelles conditions sociales et culturelles cette grande transformation de l'histoire des hommes a pu se produire. Voilà donc les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Est-ce que si on parle 1h30 environ et qu'on a une demi-heure de questions, ça vous convient? Ou il faut que je raccourcisse un peu? Ça vous convient comme ça? Merci. Alors, quelques concepts préalables que je vais utiliser. Les foyers d'origine, on pourrait dire les aires d'origine, mais on dit foyer, enfin moi j'ai proposé foyer, certains d'autres disent centre. Les foyers d'origine, ce sont des régions assez limitées où des sociétés humaines, qui jusque-là étaient des sociétés de chasseurs, cueilleurs, se sont transformées d'elles-mêmes en sociétés d'agriculture. Ces foyers sont peu nombreux, ils sont sur des surfaces relativement restreintes, quelques dizaines de kilomètres de rayon. Et ils sont très loin les uns des autres, donc ils se sont constitués indépendamment, et à une époque qui se situe, on va dire, entre moins 10 000 ans par rapport à aujourd'hui, et moins 2000 ans. Il y a un foyer assez récent, qui a été découvert assez récemment aussi, qui semble s'être constitué il y a à peu près 2000 ans. Donc, tout ça à une époque qu'on appelle néolithique, c'est-à-dire l'époque de la pierre polie. On peut distinguer les foyers rayonnants des foyers peu ou pas rayonnants. Les foyers rayonnants sont ces petites régions où l'agriculture s'est constituée pour la première fois, à partir desquelles ensuite l'agriculture s'est répandue à travers les continents. C'est l'image qu'on a trouvée qui était la plus significative. Il y a d'autres foyers, on va le voir, qui, pour des raisons diverses, dont l'agriculture a apparu à cet endroit, pour des raisons diverses, ne s'est pas répandue très largement, même si elle a eu des influences lointaines sur les autres agricultures du monde. Protoculture, proto-élevage, c'est la culture et l'élevage des plantes qui sont encore sauvages, c'est-à-dire non encore domestiquées. Ce terme courait dans la littérature sans être jamais bien précis. Il avait vaguement le sens d'une agriculture primitive. Nous, on a jugé qu'il y avait besoin de parler de la culture et de l'élevage qui dure assez longtemps avant que les plantes cultivées ne soient domestiquées et assez longtemps avant qu'un animal sauvage élevé ne soit domestiqué visiblement, c'est-à-dire ne présente les caractères des espèces qui ont ensuite été cultivées ou élevées jusqu'à nos jours. Tout ça, on précisera. Domestication, donc la domestication. Une fois que les plantes sont cultivées, les plantes cultivées ou les animaux élevés sont domestiqués, alors on parlera vraiment de culture et d'élevage, et non plus de protoculture et de proto-élevage. Aire d'extension, à partir des foyers que nous appelons rayonnants, bien évidemment, l'agriculture s'est répandue très largement à travers les continents, dans les régions exploitables de la planète, bien entendu,
c'est-à-dire on va dire en gros les régions tempérées et les régions tropicales, en excluant certains déserts, etc. Bien, aire secondaire de domestication, c'est dans les aires d'extension. Quand l'agriculture, partie d'un foyer localisé, se répand pendant des centaines ou des millénaires à travers les continents, évidemment, les cultivateurs de ces nouvelles régions où on pratique l'agriculture, souvent ce sont eux-mêmes des cultivateurs migrants et colonisateurs, ils rencontrent de nouvelles espèces sauvages, végétales ou animales, et ils peuvent se mettre, tout en étant déjà des cultivateurs et des éleveurs cultivant et élevant des plantes et des animaux domestiqués, ils peuvent se mettre à cultiver, volontairement ou par hasard, des espèces qui n'étaient pas présentes dans les foyers d'origine, mais qui sont présentes dans les aires d'extension. Et petit à petit, ils peuvent les domestiquer et les incorporer au matériel végétal dit et animal dit domestiqué. Et en particulier, quand on rentre dans les régions tropicales et équatoriales qui comportent une biodiversité, c'est-à-dire un très grand nombre d'espèces utilisables, eh bien, cette domestication est quand même assez fréquente. C'est bien que ça constitue des aires secondaires. Hein. Les aires primaires de domestication, c'est les foyers d'origine. Hein. Et puis, il y a eu des aires secondaires de domestication, c'est-à-dire des régions un peu plus étendues, généralement dans les régions tropicales et équatoriales, où de très nombreuses espèces ont été domestiquées. Alors, on va les appeler aires secondaires de domestication, sachant que les aires primaires, c'est les foyers d'origine. Et puis on va discuter donc de qu'est-ce que c'est la domestication et la domesticabilité, parce que toutes les espèces ne sont pas domesticables, en tout cas elles sont très loin d'avoir été domestiquées, et on parlera de ça. Et puis on dira quelques mots sur dans quelles conditions sociales et culturelles ça a pu se produire, ou plutôt quelles conditions sociales et culturelles sont liées à cette formidable transformation des modes de subsistance de l'humanité. Voilà les questions que nous allons essayer de traiter. Je ne suis pas très sûr qu'on ait le temps, mais on va essayer. Alors, foyer d'origine de l'agriculture, réellement attesté par l'archéologie et par tout un tas d'autres sciences qui trouvent les traces de ce qui existait dans le passé, par la botanique, l'ethnobotanique, etc. 6 foyers d'origine dont on est pratiquement sûr. Alors évidemment, ce sont les endroits où l'agriculture est apparue le plus anciennement. Dans les aires d'extension, l'agriculture apparaît postérieurement, évidemment, au foyer d'origine. Alors donc, un des signes qu'il y a un foyer, c'est que là, l'agriculture est plus ancienne qu'ailleurs. Alors les 6 foyers d'origine réellement attestés, est-ce que tout est dans... Oui, tout y est là. C'est à l'envers? Non. Ah, c'est pas moi qui sais faire la mise au point. Elle a été faite d'avance. Alors, je ne sais pas quoi faire. Moi, je ne touche pas. J'ai qu'un bouton, moi, c'est j'agrandis ou je rétrécis. Bon, alors, 6 foyers d'origine. Celui que vous connaissez tous, c'est le foyer dit proche oriental, quelque part au cœur de ce qu'on appellera beaucoup plus tard, évidemment, le croissant fertile. Il se constitue, on va dire, dans une région du monde où l'époque néolithique, c'est-à-dire l'époque de la pierre polie, préexiste. Hein. Ce n'est pas l'agriculture qui fabrique la pierre polie. L'agriculture apparaît dans des régions où on en est à la pierre polie. Elle apparaît donc... on pense que la protoculture et le proto-élevage ont commencé il y a à peu près 10 000 ans et que les principales plantes domestiqués ici et les principaux animaux domestiqués ici ont été domestiqués dans les 1000 ans qui ont suivi, donc entre moins 10 000 par rapport à aujourd'hui et moins 9 000 à quelque chose près. Donc un foyer très ancien.
Deuxième foyer à peu près aussi ancien, le foyer de la Chine du Nord, moyen fleuve jaune, dans la zone des Leus, moyen fleuve jaune, qui beaucoup moins connu archéologiquement parlant, mais c'est manifestement la zone la plus ancienne de culture dans l'extrême Asie. Bah, oui, c'est ça. Et on pense que c'est à peu près entre moins 9000 et moins 8000 ans que c'est constitué, que des sociétés de chasseurs-cueilleurs se sont transformées d'eux-mêmes, et indépendamment des autres, d'eux-mêmes en sociétés de cultivateurs et d'éleveurs. Donc deuxième foyer. Troisième foyer important, le foyer centra-américain, sud du Mexique, qui se constitue entre moins, très lentement, parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs qui se sont sédentarisés assez lentement, on va dire entre moins 9000 et moins 5000 à peu près. De toute façon, ça doit être marqué sur cette carte. Quatrième foyer important, qui a peu rayonné parce que c'est un foyer dans les Hautes-Andes péruviennes, foyer andin, donc sud-américain andin, dont la localisation précise n'est pas non plus bien connue, quelque part autour de Cusco, qui a peu rayonné parce que les espèces domestiquées là sont des espèces de haute montagne, donc elles se répandent dans les Andes, mais elles ont du mal à se répandre dans la basse Amazonie ou dans les basses plaines de l'Amérique latine. Alors, 1, 2, 3, 4. Cinquième foyer, à peu près 10 000 ans avant le présent, très particulier, c'est le foyer Papou, donc Nouvelle-Guinée-Papouasie, ici, et qui a la particularité de reposer, tout au moins à ses débuts, dans la culture presque exclusive et la domestication presque exclusive du taro. Vous voyez, une plante à racines à très grandes feuilles, mais qui est très, dans les bas-fonds humides, qui est très très prolifique et nourricière. Et donc c'est ce foyer-là, et qui lui a rayonné sur les îles environnantes. On y reviendra. Enfin, dernier foyer découvert assez récemment, dans les années 70 ou 80, c'est un foyer nord-américain, très récent, puisque c'est ce foyer qu'on date, enfin, on pense que l'origine, c'est que l'agriculture, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs se sont transformées ici en sociétés de cultivateurs il y a à peine plus que 2000 ans. Voilà donc les localisations. Deuxième aspect, je pense qu'on pourrait... on va déjà saisir le mouvement spatial. Hein. Alors, deuxième aspect, les aires d'extension. Alors, à partir de chacun de ces foyers, tous, d'une certaine manière, ont rayonné, mais plus ou moins, à partir de chacun de ces foyers, l'agriculture s'est ensuite répandue dans toutes les directions, à une vitesse très faible. C'est de l'ordre, la progression des cultivateurs néolithiques venus du Proche-Orient qui ont conquis les côtes méditerranéennes au nord, les côtes méditerranéennes au sud de la Méditerranée, pénétrés en Europe continentale par la vallée du Danube, puis les vallées du Rhin, les vallées de la Seine et de ses affluents, et puis qui sont arrivés jusqu'au Finistère, hein, et qui sont montés jusque pas loin de la taïga vers le nord. Ces mêmes agriculteurs qui ont gagné la Sibérie dans les zones cultivables et qui ont rejoint les cultivateurs qui, eux, venaient de la Chine du Nord, ces mêmes cultivateurs d'origine proche-orientale qui sont allés jusqu'en Inde dans l'autre sens, qui sont allés en Afrique donc du Nord et puis qui sont descendus vers le sud jusqu'à la zone tropicale, qui ont traversé le Sahara, qui à l'époque n'était pas un désert, qui était une région semi-aride mais pas un désert, et qui arrivaient dans la zone soudano-sahélienne, eh bien, ont été de toute façon pratiquement obligés de cultiver de nouvelles espèces parce que les espèces d'origine proche-orientale ne convenaient pas, poussaient très mal sous un climat tropical. Et donc, on pourrait dire qu'ils ont un peu piétiné entre l'Éthiopie et le Sénégal. Ils ont un peu piétiné jusqu'à ce qu'ils aient domestiqué des espèces africaines
grâce auxquels ils ont pu continuer leur progression vers le sud et arriver jusque pratiquement en Afrique du Sud. Il y a 500 ans, l'agriculture d'origine proche-orientale avait pratiquement conquis toute l'Afrique, sauf qu'elle n'était pas forcément présente dans toutes les forêts équatoriales, difficiles à cultiver, à pénétrer, etc. Et elle n'avait pas non plus tout à fait atteint le cap, elle s'arrêtait à peu près à la hauteur du Mozambique et de l'Angola. Et donc le sud de l'Afrique, il y a 500 ans, n'était pas encore conquis par l'agriculture. De même que la taïga, la forêt de conifères du nord de l'Europe, n'était évidemment pas conquise par l'agriculture, elle ne l'est toujours pas beaucoup, et la toundra tout au nord ne l'était pas non plus. Donc on voit que cette agriculture, elle part dans toutes les directions et qu'elle va jusqu'à la limite, on pourrait dire, d'adaptabilité des espèces domestiquées dans le foyer d'origine, et puis que quand elle arrive à des zones où ça ne marche plus, eh bien elle est obligée de commencer à faire la protoculture de nouvelles espèces et quelquefois de la réussir, et alors elle continue sa marche ici dans la zone intertropicale. Alors on appelle foyer d'origine donc cette zone où naît l'agriculture il y a une dizaine de milliers d'années au Proche-Orient. On appelle aire d'extension tout l'espace dans lequel cette agriculture s'est répandue à travers les continents. On appelle aire secondaire de domestication la région dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, on a domestiqué de nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes à l'état sauvage dans la région d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on a domestiqué maintenant au Proche-Orient pour concrétiser un peu ce premier mouvement qu'on va examiner? Eh bien, au Proche-Orient, on a domestiqué les espèces dont les Européens se nourrissent encore aujourd'hui à titre tout à fait principal. On a domestiqué les blés, qui étaient sous la forme à l'époque d'engrains sauvages ou de blé amidonnier sauvage. On a domestiqué des orges sauvages qui sont devenues des orges domestiques, donc le blé et l'orge. On a domestiqué du pois. Je vois mal, moi. Si je me fie à ce que je lis, si je veux... Ou encore moins. Est-ce qu'on pourrait remettre au point... Alors, on a domestiqué diverses espèces de pois. Vous m'entendez quand j'ai pas de micro? Non. Eh bien, je vais parler plus fort. On a domestiqué diverses espèces de pois qui ont donné le pois pas le haricot, hein, les petits pois, le pois chiche. On a domestiqué des vesses et des gestes qui ont été quelquefois consommés par l'homme. Et puis, on a domestiqué un textile qui est le vieux textile des civilisations occidentales, qui est le lin, qui n'est pas du coton, qui n'est pas du chanvre, hein, qui est le lin. Les Égyptiens anciens se vêtaient de lin, hein, par exemple. Quand on va en Égypte, on voit ça. Donc voilà les espèces végétales domestiquées au Proche-Orient et qui se sont répandues en Europe, en Asie jusqu'à l'Inde, en Afrique, on va dire, jusqu'au climat tropical. Les espèces animales, c'est la chèvre sauvage, qu'on transforme en chèvre domestique, le mouton, un mouflon, qu'on transforme en mouton domestique, le sanglier, qui est domestiqué sous forme de porc, l'auroch, qui est domestiqué sous forme de bœuf, et l'âne, c'est pas vrai. Il y avait des ânes sauvages dans cette zone, mais les ânes ont été domestiqués beaucoup plus tard, il y a à peu près 5000 ans, et pas forcément à cet endroit. Voilà. Donc, on va appeler ça un complexe culturel de plantes domestiques et d'animaux domestiqués qui permettent largement à une civilisation vivant de l'agriculture et de l'élevage, etc. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de vraie civilisation agraire tant qu'il n'y a pas une céréale ou un tubercule qui fournit les glucides, les calories. Tant qu'il n'y a pas des légumineuses qui fournissent des protéines et souvent un peu des graisses, et tant qu'il n'y a pas un textile. On va voir par ailleurs que ces trois éléments constitutifs sont à peu près indispensables pour qu'une société
puissent vivre de ce nouveau mode de subsistance qu'est l'agriculture. Domestiqués dans l'ère secondaire de domestication africaine, alors des milles, des sorgho, des pois africains, des gombos, etc. Et ensuite, il y aura d'autres plantes domestiquées en Afrique, évidemment, le palmier à huile, etc. Donc, un foyer d'origine qui se constitue entre moins 10 000 et moins 9 000 ans avant aujourd'hui, une aire d'extension qui se constitue entre moins 10 000 et moins 5 000 ans environ, hein, par rapport à aujourd'hui, une aire secondaire de domestication qui se constitue 3 000 à 4 000 ans après le foyer d'origine, et puis au moment des grandes découvertes, on va dire pour simplifier, voilà où en était l'agriculture dans cette zone-là. Le foyer chinois, bien entendu, c'est un foyer qui se constitue avec d'autres plantes, en particulier le millet chinois. Puis on domestique le soja un peu à l'est de ce foyer, et puis le riz un peu plus au sud de ce foyer. Avec le chanvre asiatique, puis la soie asiatique, on constitue évidemment une grande civilisation dans laquelle on retrouve bien sûr céréales, légumineuses fournissant des protéines et plantes textiles diverses. Ère secondaire de domestication, tout le sud-est asiatique, où on va domestiquer tous les citrus, enfin les mandarines, oranges, etc., la canne à sucre et bien d'autres. Et ce foyer rayonne donc sur toute l'Asie de l'Est et du Sud. Il rejoint et il se mélange avec les agriculteurs venus de cette région, se mélangent avec ceux qui sont venus du Moyen-Orient. Ils se rencontrent quelque part ici. Et puis ils envahissent aussi l'Indonésie, où ils rencontrent des cultivateurs qui sont plutôt issus de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc, je passe vite. Le foyer principal ici, c'est le foyer mexicain. Alors maïs, haricots, coton. Ça, c'est la clé. Très peu d'animaux, le dindon et le canard de Barbarie, qui remontent vers la Californie, qui remontent jusqu'au Saint-Laurent et qui englobe au passage ce petit foyer très tardif qui s'est constitué, on va dire, sur le moyen Mississippi beaucoup plus tard, 3 000 à 4 000 ans plus tard. Mais il rayonne aussi sur l'Amérique du Sud, où les cultivateurs venus donc du Mexique, si on peut dire comme ça ne s'appelait pas le Mexique à l'époque, vont domestiquer sur tout le pourtour de l'Amazonie toutes sortes de plantes américaines, la tomate, la papaye, le manioc, etc. Et remonte aussi dans les Andes, où ils rencontrent ce que les cultivateurs andins avaient domestiqué, à savoir la pomme de terre, la quinoa, etc., l'arachide, etc. Mais quand, à la découverte de l'Amérique, l'agriculture ne couvrait donc qu'une frange à l'ouest de l'Amérique du Nord, toute une frange centrale et à l'est de l'Amérique du Nord, le long du Mississippi jusqu'au Saint-Laurent. Et elle encerclait, cette agriculture, l'Amazonie jusqu'au Chili, et de l'autre côté, elle encerclait toujours cette Amazonie jusqu'à peu près au sud du Brésil. Très peu de domestication animale en Amérique, seulement comme petits animaux, on a dit le dindon et les canards de Barbarie. On a dit dindon parce que c'était les Indes occidentales, on croyait découvrir les Indes. Mais grands animaux, c'est uniquement le lama et l'alpaca, qui sont deux espèces de camélidés sans bosse des Andes que vous connaissez sans doute. Mais les 3/4 de l'Amérique du Nord, quand on a découvert l'Amérique, étaient des peuples chasseurs-cueilleurs, les Indiens d'Amérique du Nord, jusque y compris les Inuits, c'est-à-dire les habitants du Groenland et du nord du Canada, qui sont des chasseurs de mammifères marins. Et en Amérique du Sud, il y avait encore aussi beaucoup de peuples chasseurs-cueilleurs jusqu'à la Terre de Feu. Voilà un schéma général.
Pour les dates, vous vous y retrouvez. Les foyers rayonnants, ça remonte à, on va dire, ça commence à se constituer il y a 10 000 ans, c'est à peu près constitué il y a 9 000 ou 8 000 ans. Les plantes sont domestiquées, les animaux sont pour la plupart domestiqués. Et ensuite, ça rayonne pendant 4 ou 5 000 ans aux quatre coins du monde, toujours une agriculture néolithique, avec des gens qui sont armés des outils qu'ils avaient au départ, et ils sont armés des plantes domestiquées au départ et des animaux domestiqués au départ. Mais au fur et à mesure qu'ils s'étendent, ils domestiquent quelquefois beaucoup de nouvelles plantes et de nouveaux animaux. Pour terminer sur la domestication des animaux, sans prendre peut-être trop de temps, je dirais qu'après cette domestication primitive dans les foyers d'origine dont on a parlé, il y a eu aussi des animaux domestiqués, non pas au hasard, mais au fur et à mesure de l'avancée des cultivateurs-éleveurs. Le cheval, dans les grandes prairies de l'Europe orientale, hein, qui vont de la vallée du Danube et de l'Asie centrale. Il a été domestiqué quelque part entre la vallée du Danube et on va dire presque la Mongolie. Le zébu qui est domestiqué quelque part en Inde. Le dromadaire qui est domestiqué beaucoup plus tard en Arabie. Le chameau domestiqué plus tard aussi, il y a 4-5 000 ans, du côté de l'Iran de l'Est et de l'Afghanistan. Bon, le yak dans l'Himalaya, le renne à la frontière de la Mongolie et de la toundra, hein, donc en Asie de l'Est, d'autres espèces comme il y a une espèce de bovin asiatique qu'on appelle le gore. Enfin, j'ai dû en voir une fois. Enfin, etc. Et donc voilà à peu près la mise en place géographique et historique de ce qu'on appelle la révolution agricole néolithique. C'est-à-dire la naissance de l'agriculture en quelques endroits et son expansion à travers les continents, dans les régions évidemment exploitables, cultivables ou dans lesquelles on pouvait développer des élevages, dans les 400 000 ans qui suivent. Voilà un premier schéma. Alors, protoculture, proto-élevage, domestication. Alors, c'est difficile d'imaginer. Il y a deux questions qui se posent. C'est-à-dire d'abord, comment et pourquoi on passe à l'agriculture dans les foyers d'origine. Deuxième question, comment et pourquoi il y a ensuite expansion de l'agriculture à partir de ces foyers d'origine. Troisième question, la domestication. Alors première question, comment ça se passe dans un foyer d'origine? Eh bien, l'agriculture n'est évidemment pas une invention comme ça, voilà, je trouve plus assez d'animaux à chasser, je trouve plus assez de plantes sauvages à récolter, alors je vais faire de l'agriculture. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comment le foyer d'origine qui est le plus fouillé, le mieux connu, etc., et qui quelquefois cache le reste du mouvement à l'échelle mondiale, c'est le foyer proche oriental. C'est évidemment là qu'on sait le mieux, il y a le plus de traces, le plus de fouilles, le plus de résultats qui permettent à peu près de se rendre compte. Premièrement, quelles sont les conditions dans lesquelles la protoculture commence à se manifester? Eh bien, ça se passe dans des villages qui sont déjà des villages de cueilleurs et de chasseurs sédentaires. Ce qui est manifeste, c'est que la sédentarité précède de beaucoup le passage à l'agriculture. L'agriculture, la protoculture, on peut à peu près dire que ça commence il y a 10 000 ans. C'est dans des villages qui étaient des villages de cueilleurs-chasseurs qui étaient sédentaires depuis 2 ou 3 000 ans.
comment, en gros, ça s'est passé? Il y a eu le réchauffement du climat suite à la dernière glaciation, réchauffement qui est à peu près acquis il y a 13 000, 12 000 ans. Et avant ce réchauffement du climat, les populations qui vivaient là, c'était des populations de chasseurs de rennes, qui étaient dans un milieu qui était très froid et dans un milieu un écosystème qui était quelque chose comme la toundra. La toundra aujourd'hui. À l'époque, la toundra se trouvait en Turquie, en Syrie, en Palestine, etc. Donc, il faut bien se rendre compte, c'était ça à l'époque de la glaciation. Le réchauffement du climat se produit. La toundra, petit à petit, se transforme en un écosystème, on va dire, de savane boisée dans lequel on trouve une quantité de graminées sauvages, parmi lesquelles le blé sauvage, l'orge sauvage, etc., de légumineuses sauvages, etc., et dans lequel il n'y a plus de rennes qui sont là, mais il y a comme animaux sauvages la chèvre sauvage, le mouflon, le bœuf sauvage, etc. Toutes espèces qui sont précisément celles qui vont être domestiquées, et beaucoup d'autres qui ne vont pas être domestiquées. Donc on passe d'un climat et d'un écosystème de type toundra, dans lequel les peuples qui vivaient en s'abritant plutôt dans des grottes qu'en plein air étaient essentiellement des chasseurs de rennes. Bon, la toundra remonte 4000 km plus haut, le climat se réchauffe, un écosystème, on va dire, tempéré, chaud de type méditerranéen se met en place, savane à chênes et à pistachiers, forêt de chênes et aussi de pistachiers, et une bonne partie des habitants des grottes chasseurs de rennes suivent les rennes. Et ils ont eu le temps, ça a pris 2 ou 3 000 ans, ce processus de réchauffement, mais quelques-uns restent là. Ceux qui restent là, au fond, n'abandonnent pas leur côté, vivre de manière assez groupée, comme c'était le cas à l'époque de la chasse aux rennes. Ils vivaient dans des grottes. Mais ils sortent des grottes parce qu'ils n'ont plus besoin de ce genre d'abri et ils commencent à constituer des abris artificiels qui deviennent petit à petit des tout petits villages de cueilleurs, chasseurs, sédentaires. Alors pourquoi ? Alors que la préhistoire d'avant le néolithique était essentiellement une préhistoire de peuples chasseurs, nomades, qui se déplaçaient au fur et à mesure que les animaux ou que les ressources végétales étaient disponibles selon les saisons, on voit apparaître à cette époque-là, à la fin du Paléolithique, au Mésolithique et au début du Néolithique, un nouveau mode de vie qui est un mode de vie sédentaire, mais dont on s'aperçoit qu'il n'est pas basé essentiellement sur la chasse au grand gibier, il est basé dans certains endroits bien particuliers sur la cueillette de plantes sauvages, très nourricières et très abondantes, à savoir les céréales sauvages, les légumineuses sauvages. Donc ce sont des sédentaires, de nouveaux sédentaires, ça n'existait pas vraiment beaucoup avant, sauf les cités lacustres et quelque chose comme ça, et ce sont essentiellement des cueilleurs, ici en ce lieu, de céréales et de légumineuses sauvages. Et ils pratiquent, le cas échéant, la chasse au gibier, on va dire, de passage. Mais ils ne poursuivent pas ce gibier, ils ne vivent pas à la remorque de ce gibier. Et ces villageois sédentaires, finalement, on s'aperçoit que non seulement ils peuvent vivre en village, parce qu'ils sont passés à un nouveau mode de subsistance qui est la cueillette des plantes qui sont relativement abondantes et qui peuvent nourrir une population relativement nombreuse, sédentaire. Autrement dit, les prémices de la révolution agricole néolithique ne paraissent pas du tout être liées à une espèce de raréfaction générale du grand gibier, si ce n'est celui du renne, mais ça remonte à loin par rapport au moment dont nous sommes déjà en train de parler, de 3000 ans après. Ce sont au contraire des gens dont la sédentarité est possible et basée sur une abondance relative d'une ressource
qui ne bougent pas, qui ne se sauvent pas, qui sont précisément les ressources céréalières et de légumineuses sauvages. Et que font ces gens-là? Eh bien, on s'aperçoit qu'ils se spécialisent réellement dans ce genre de mode de subsistance. C'est-à-dire que leur outillage typique de cette époque néolithique-là, de la fin du paléolithique, c'est un outillage spécialisé dans l'exploitation de ces ressources-là. Ce sont ces gens-là qui inventent les faucilles à microlithes, c'est-à-dire des faucilles qui sont constituées d'un arc de bois sur lequel on a fixé une succession de petites pointes de microlithes taillées, de petites pointes comme des petites pointes de petites flèches, qui constituent une espèce de scie à céréales, faucilles constituées comme scie à céréales. Ils font aussi des couteaux à moissonner sous forme d'éclats taillés de manière très particulière, comme une lame de couteau à moissonner. C'est-à-dire ils se fabriquent un outillage spécialisé dans la cueillette des plantes et non plus spécialisé dans la chasse au gros gibier. Donc il y a spécialisation du mode de subsistance et spécialisation de l'outillage. Deuxièmement, c'est pas très digeste. Les céréales sauvages et les légumineuses sauvages. Et donc, d'une certaine manière, pour que ça devienne digeste, il faut le cuire. Pour le cuire, quand on n'a pas de marmite, il faut en fait les broyer pour les transformer en farine, les délayer avec de l'eau et faire des boules ou des galettes qu'on va cuire sous la cendre ou qu'on va cuire sur une grosse pierre qu'on a chauffée dans un grand foyer. On peut cuire des galettes directement. Il y a encore des régions du monde où on fait les galettes comme ça. Vous allez en Iran, vous voyez, on cuit les galettes dans des grands fours où il y a des grosses pierres rondes sur lesquelles on jette la galette, on la retourne, etc., un peu comme une crêpe. Bon, donc, tout un outillage destiné à broyer et à réduire les céréales et aussi les légumineuses en farine pour pouvoir en faire au départ des galettes. Alors c'est quoi? C'est tout simplement la meule à broyer les céréales, qui est une meule dormante, soit creusée directement dans le roc, soit creusée, taillée sur une grosse pierre qui ne bouge pas, et sur laquelle on écrase avec une pierre qu'on fait frotter comme ça, qui s'appelle la molette. Enfin, il y a la pierre qui bouge et celle qui ne bouge pas. C'est un petit moulin à main, mais comme on peut encore en voir dans certaines régions du monde. Donc la meule et la molette, qui sont absolument typiques de ce genre de civilisation basée sur des consommations des graines. Troisièmement, il y a aussi, bien sûr, des pilons, des choses comme ça, mais qui laissent, vous en doutez, beaucoup moins de traces archéologiques, parce que c'est en bois, quelquefois c'est c'est dans une pierre creusée, mais c'est plus difficile à faire qu'une meule, ou alors c'est dans une pièce de bois creusée avec un morceau de bois qui sert. Donc, on voit cet outillage spécialisé se mettre en place. Et puis, le temps aidant, c'est pas le cas au Proche-Orient, mais c'est le cas dans d'autres foyers, on s'aperçoit que les gens inventent aussi la poterie. Alors la poterie, c'est pas une invention comme ça à la demande. On n'a pas inventé la poterie parce qu'on avait besoin de la poterie. On peut pas, quand on n'a pas une pratique, on ne peut pas inventer l'instrument de cette pratique. Mais comme on avait des foyers creusés et que dans ces foyers on chauffait des grosses pierres, et on avait inventé tout simplement d'enduire ces foyers d'argile. Et une fois qu'on avait chauffé ces foyers, on les débarrassait des restes de bois ou de charbon et on les remplissait ou on mettait de l'eau dedans. Et comme le récipient ainsi constitué était très, très, très chaud, eh bien, on pouvait mettre des graines de céréales ou de légumineuses directement dans cette espèce de fausse foyer tapissé d'argile, chauffé, on va dire presque à blanc, et qui permettait de cuire une céréale. On pouvait aussi éventuellement chauffer des pierres et plonger ces pierres chauffées à blanc dans l'eau, et ça faisait bouillir l'eau le temps de cuire ces céréales. Au Proche-Orient, passer de ce stade de la fausse foyer en argile qui se cuit ou qu'on utilise pour cuire les céréales, passer de ça à la poterie maniable et cuite volontairement,
ça prend beaucoup de temps. En fait, la domestication des plantes et des animaux est déjà achevée quand on passe vraiment au stade de la poterie au Proche-Orient. Mais la poterie est quand même le moyen de cuire qui apparaît à peu près il y a 8500 ans au Proche-Orient. Dans d'autres endroits, c'est plus précoce. La poterie, c'est un de ces moyens de cuire les céréales. Et puis enfin, ces habitants sédentaires qui n'habitent plus dans des grottes et qui se développent à proportion des nouveaux moyens de subsistance qu'ils sont. C'est-à-dire on a des villages au début qui mesurent 0,2 hectares et qui contiennent des maisons rondes. On estime qu'il y avait 40 ou 50 personnes qui vivaient là. Petit à petit, on voit ces villages s'agrandir, on voit même les maisons se tasser et passer de rondes et espacées les unes des autres, on les voit passer à être carrées et jointives, etc. On voit que le nombre de silos, et on estime que, bon, s'il y a 10 000 ans, les villages avaient une cinquantaine d'habitants, il y a 9 000 ans, c'est-à-dire une fois que le processus de passage à l'agriculture est achevé, on voit que ces villages étaient en gros 10 fois plus grands. Donc une population qui pouvait être de l'ordre de 500 habitants, voire davantage. Donc il faut prendre conscience que la sédentarité, les ressources abondantes et qu'on sait de mieux en mieux exploiter, cuire, rendre digeste, etc., ça conditionne une espèce d'explosion démographique. Les autres peuples de chasseurs-cueilleurs plus ou moins nomades n'ont pas décuplé en 1000 ans. C'est un taux de croissance de la population pour l'époque tout à fait exceptionnel. Les femmes mieux nourries avortent moins, pas condamnées à des déplacements saisonniers pour aller de zone de chasse ou de zone de cueillette en zone de cueillette, n'avortent pas en route, on ne perd pas des enfants en bas âge en route, etc. Le fait d'avoir des ressources abondantes et d'avoir petit à petit mis au point les moyens de les exploiter fait que ça conditionne un formidable accroissement démographique. Autre chose qu'il faut dire, c'est que la pierre polie qui paraît, en tout cas, est concomitante de ce mouvement, mais elle paraît elle aussi, sinon indispensable, du moins très utile à cette transformation, parce que pour faire des habitats artificiels dans une forêt qui est une forêt de chênes, il faut pouvoir abattre ces chênes, il faut pouvoir les équarrir, en faire la charpente des nouvelles maisons, qui est une charpente sommaire, mais c'est une vraie charpente en bois dur. Et ça, avec des haches de pierre taillées, qui par nature cassent quand on tape dessus, c'est pas forcément la meilleure solution. Et si vous essayez d'abattre un chêne, même modeste, et de le tailler avec des haches et des herminettes en pierre taillée, vous n'allez pas avoir... il va vous falloir une hache et une herminette par chêne, quoi, par pièce de bois. Avec la pierre polie, vous pouvez prendre des pierres moins cassantes et quand même les rendre aiguisées. Et puis, si jamais vous les ébréchez, vous pouvez les réaiguiser sans perdre 1 centimètre de tranchant, quoi. Tandis que si c'est par la taille que vous réaiguisez une pierre, une hache, ça ne va pas durer bien longtemps. Donc, cette pierre polie à laquelle beaucoup d'auteurs n'attribuent aucun intérêt et aucune importance à l'époque, je pense qu'on se trompe. Je pense que si on est un peu artisan dans l'âme, on se rend compte que ce n'est pas du tout négligeable. Ça conditionne la multiplication d'un habitat artificiel à charpente et non plus d'un habitat naturel qui, évidemment, n'est pas nécessairement bien placé pour des ressources végétales qui ne bougent pas. Donc, c'est fondamental de pouvoir fabriquer des habitats. Donc, il y a tout ça qui va intervenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que 1000 ans après la constitution d'une sédentarité bien établie, 1000 ans après que, au fond, tous les outils nécessaires pour bien exploiter ce nouveau milieu sont déjà en place, 1000 ans après que les villages vraiment se sont constitués, eh bien, on voit que les villages ont décuplé de surface et sans doute d'habitants, et 1000 ans après, on s'aperçoit que les grains de blé qu'on retrouve calcinés autour des restes de maisons, que les grains de légumineuses, d'orge, etc., eh bien qu'ils ne ressemblent plus aux grains de blé sauvage, de pois sauvages, etc., mais ils ressemblent à des grains de blé domestiques,
tels qu'on va les cultiver pendant des milliers d'années ensuite jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que le fait que les grains des plantes qu'on exploite, depuis 2-3 000 ans qu'on les exploite, que les grains des plantes qu'on exploite ne soient plus des grains de plantes sauvages, mais des grains qui sont manifestement les caractères des plantes cultivées, domestiquées depuis, alors c'est la preuve irréfutable qu'on a pratiqué l'agriculture. Et pas pendant 5 ans ou 10 ans, mais qu'on l'a pratiqué pendant assez de générations pour que les caractères morphologiques et génétiques des plantes sauvages qu'on a protocultivées pendant des années, eh bien, que certains caractères sauvages aient disparu et que certains caractères qu'on appelle les caractères de la domestication soient apparus. C'est-à-dire qu'en dernière analyse, la preuve que la protoculture a existé pendant des dizaines d'années avant d'en arriver à ce stade de grossissement des villages dont je viens de parler, de décuplement des villages, la preuve que l'agriculture a bien été pratiquée, celle qui est irréfutable, c'est en fait qu'on voit que les gens consomment non plus des grains sauvages, mais des grains domestiques. Alors comment on sait que c'est des grains domestiques? Par leur ressemblance avec les plantes domestiques cultivées depuis jusqu'à nos jours. Alors, ça ne veut pas dire que ça ressemble à un blé de Beauce aujourd'hui. Ça ressemble à des blés anciens tels qu'on les cultivait à des époques historiques connues en Égypte depuis cette époque. Donc c'est ça qui est capital. Alors, on va parler de la domestication, mais comment et pourquoi on est passé à l'agriculture? Alors tout le monde, l'idée courante, vous voyez déjà qu'on est très loin de l'idée que c'est parce que le gibier chassé à l'époque paléolithique ancienne s'est raréfié qu'on est passé à l'agriculture faute de ressources. On s'aperçoit qu'on est au contraire passé par une phase intermédiaire qui est la sédentarité, qui, elle, est liée à l'abondance d'une nouvelle ressource sauvage qu'on commence à exploiter intensément grâce à la mise au point de tout un outillage spécialisé, qui n'a rien à voir avec l'armement des chasseurs du paléolithique. Ce sont les outils de la cueillette des céréales et des légumineuses, de leur transformation, de leur cuisson, etc. Donc on voit que l'idée qu'il y aurait une espèce de raréfaction des ressources qui aurait conditionné l'invention de l'agriculture, c'est une idée fausse. C'est une idée grossière qui ne repose pas sur des observations suffisamment précises et localisées. Pour savoir pourquoi ça s'est passé quelque part, il faut vraiment bien regarder là où ça s'est passé. Et ce n'est pas moi qui ai regardé, c'est les archéologues, etc. Et c'est grâce à ce qu'ils ont vu qu'on peut dire tout ça. Alors maintenant, comment se fait? Il n'empêche qu'il y a 10 000 ans, ces villages étaient des villages de cueilleurs, accessoirement chasseurs. Et il y a 9 000 ans, c'est des villages de cultivateurs, accessoirement chasseurs, mais déjà éleveurs, puisque 500 ans après, les espèces animales vont être domestiquées. Alors, comment et pourquoi ça arrive? Alors, ça c'est très controversé, parce que les archéologues ont tellement été échaudés avec la thèse des archéologues des années 50-60, qui était que c'était parce qu'il y avait surexploitation du gibier que les hommes avaient inventé l'agriculture et l'élevage, qui était une idée qui reposait sur rien, si ce n'est son apparente logique. Mais il n'y avait aucune espèce de trace archéologique démontrant que ça pouvait ressembler à ça ou pas. Il y avait effectivement raréfaction de certains grands gibiers en Europe, mais le mammouth, le rhinocéros laineux, etc. Mais oui, mais il ne faut jamais oublier que le climat s'était réchauffé et que ces animaux-là, ils n'avaient plus grand-chose à faire à cet endroit-là. Et qu'ils n'ont peut-être pas facilement retourné en Afrique. En tout cas, ceux d'Afrique ne sont pas laineux et ils sont nus. Les éléphants d'Afrique n'ont plus des poils comme les mammouths et les rhinocéros d'Afrique n'ont plus des poils comme les mammouths. Bon, mais même si il y a des endroits où des peuples ont souffert de la raréfaction du grand gibier, c'est pas
nul ne peut peut-être nier ça. Il n'empêche que là où ça se passe, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, cela dit, les archéologues, donc échaudés par l'absurdité de cette idée apparemment juste, mais en fait qui s'est avérée tout à fait fausse sur le terrain, ils ne veulent pas rééditer l'idée que ça serait la raréfaction des ressources qui aurait amené les gens à faire de l'agriculture. Et que disent-ils? Eh bien, ils disent, si on regarde bien ce qui se passe pendant ces 1000 ans, où au départ, manifestement, les gens sont des cueilleurs, et où à la fin, manifestement, ils sont des agriculteurs, hein, nos deux pôles, il y a 10 000 ans, il y a 9 000 ans, et puis le grossissement de la population, tout ça, c'est eux qui le montrent. Ils disent, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas de traces de guerre d'un village à l'autre, il n'y a pas de traces, les squelettes qui diminuent, les gens qui auraient faim, des épidémies, etc. Il n'y a pas, au milieu de cette période où on était manifestement cueilleurs au début et manifestement agriculteurs à la fin, il n'y a pas de crise. Donc l'idée que c'est la crise des subsistances par la cueillette qui aurait conditionné l'invention, entre guillemets, sociale, collective de l'agriculture, n'est pas juste. Et je pense que il faut pas, ils n'ont pas envie de dire ça, donc il faut toujours se méfier. Mais n'empêche, je crois qu'ils ont raison. Parce que, en réalité, ça se passe comment quand un village passe de 50 habitants à 500 habitants? Quelque part au milieu, vers 150 habitants, 200 habitants ou 250 habitants, il y a bien un moment où, dans un rayon de 5 km, il n'y a plus assez de céréales sauvages et de légumineuses sauvages pour nourrir la population. Il y a forcément un moment assez. On ne peut pas nourrir un village de 500 habitants sur des ressources sauvages, fussent-elles abondantes à l'échelle d'un village de 50 habitants. Pourquoi cette impossibilité de nourrir une population qui s'accroît uniquement par la cueillette peut-elle se manifester sans donner lieu à une crise? Bien, tout simplement parce que comment ça se passe? Eh bien, quand ça devient difficile de nourrir chaque famille, tout le village, qui maintenant compte, mettons, 200 habitants, quand ça devient difficile de récolter non seulement au quotidien, en juin, juillet, août, début septembre, parce que la cueillette, c'est là, hein. C'est pas le reste de l'année, la cueillette des blés sauvages, etc., ça se joue entre le mois de juin et le mois de septembre, des légumineuses sauvages aussi. Alors non seulement il faut récolter pour le quotidien, mais il y a des greniers dans ces villages de cueilleurs. Il faut récolter pour le reste de l'année. On ne va pas vivre le reste de l'année avec les lapins et les mouflons. On en tue un peu, mais ça représente peut-être le 10e ou le 20e, ou non, le 10e ou le 5e des calories consommées. Eh bien, il n'y a pas de crise. Ce qui se manifeste tout simplement, c'est que le temps, on ne va jamais jusqu'à la crise écologique. Les cueilleurs, tout simplement, quand ils deviennent trop nombreux, eh bien, ils épuisent pendant les 15 premiers jours de la moisson sauvage et ils épuisent dans les 15 premiers jours ce qu'il y a à ramasser. Après, ils vont ramasser quelques épis isolés dans les coins, quelques gousses isolées dans les coins, voire ils vont glaner par terre. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où le temps de ramassage pour remplir son panier avant d'être dans la crise, avant d'être à la famine, tout simplement, au fur et à mesure que la population augmente, le temps qu'il faut, plus il y a de concurrents pour récolter ce qu'il y a dans un espace donné, le temps qu'il faut pour faire manger tous les jours et faire ses réserves pour l'année va en s'accroissant. Et s'il n'y avait pas d'autres ressources, s'il n'y avait pas d'autres possibilités, le temps nécessaire pour nourrir une population qui continue de s'accroître deviendrait exponentiel et irréalisable. Alors, que font les gens dans cette situation? Eh bien, tout simplement, ils commencent à utiliser des ressources qu'ils connaissent, parce que ce sont des sédentaires, parce que ce sont des cueilleurs spécialisés, etc. Et ça fait belle lurette que des paniers
d'épis ou de gousses rapportés à côté de la maison, ou au moment de l'égrenage, qu'il y a des grains qui sont tombés autour de la maison et qu'ils ont poussé, et sans doute les a-t-on déjà récoltés. Donc ça fait belle lurette qu'il n'y a pas besoin d'inventer le semis et la moisson de quelque chose qu'on a semé et récolté en cherchant même pas à le faire. Quand on a vécu 1000 ans comme ça, il n'y a pas un chasseur-cueilleur sédentaire qui ne sait pas que les plantes qui sont semées par hasard et sans le vouloir autour de la maison poussent d'autant mieux que le territoire en question est défriché, que le territoire en question est en permanence enrichi des déjections des uns et des autres et des débris végétaux, etc. Donc ils savent très bien que ce qui se sème tout seul autour de la maison, ça donne de très bons résultats. Alors on dit, ah oui, mais l'agriculture, ça va prendre plus de temps que la cueillette. Mais c'est faux. Ça, tous les archéologues disent ça. Mais c'est faux. Parce que ça coûte presque rien de semer une partie de la récolte autour de la maison, là où le terrain est tout près, de imiter la nature qu'on observe depuis des dizaines de générations, et de semer une partie de la récolte autour de la maison. Et puis, quand bien même ça prendrait du temps pour biner, empêcher que les mauvaises herbes, ce n'est pas du temps qui est concurrent du temps de moisson, c'est un temps de travail qui est, non seulement n'augmente pas la grande difficulté qui est de récolter ça pendant les 3-4 mois de moisson, mais au contraire, ça va vous permettre de récolter beaucoup plus vite, puisque les épis qui vont pousser là, ce qui va être semé là, ça va être beaucoup plus proche, ça va être beaucoup mieux fumé que dans la nature, à cause des déjections autour de la maison. Bref, le jardin que vous avez là, c'est quelque chose qui vous demande quelques précautions et quelques soins pendant le reste de l'année, mais qui va vous réduire de manière radicale le temps de moisson. Et si vous n'y arrivez plus par la cueillette de ce qui pousse tout seul dans la nature, vous allez y arriver tout simplement beaucoup plus facilement en détournant une partie de cette cueillette et en la semant dans les espaces défrichés d'avance, fertilisés d'avance, qui sont en fait des espèces de jardins qui ne portent pas encore ce nom-là. Et donc, quelque part, le passage à l'agriculture, à partir du moment où il y a un peu trop de cueilleurs, la population est un peu trop nombreuse, ben c'est une manière de continuer de s'approvisionner en gagnant beaucoup de temps. C'est pas du tout une... Il y a peut-être à un moment donné une augmentation du temps de travail total, mais qu'est-ce qui est déterminant? C'est le temps de travail dans les périodes où on n'y arrive pas. Et ce qui ne marche plus à partir d'un certain moment, c'est la moisson des céréales et des légumineuses sauvages, tout simplement parce qu'il y a trop de cueilleurs et le temps qu'il faudrait pour y arriver. Et donc, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Au sens strict, il n'y a pas de crise écologique, il n'y a pas de surexploitation des céréales sauvages. La surexploitation des céréales sauvages demanderait un temps infini aux cueilleurs. Et donc, c'est impossible. Il n'y a pas de crise écologique. Il y a au contraire un gain de temps à la moisson par un détournement d'une partie de la récolte et du travail sur d'autres périodes et sur d'autres terrains. Donc, quelque part, c'est l'économie du travail qui commande le passage à l'agriculture. C'est la bonne économie du travail. Et il n'y a rien à inventer parce que les gens, ils ont tous les outils pour faire ça et ils ont un terrain tout préparé. Et il y a très longtemps qu'un chasseur-cueilleur sédentaire sait que quand une plante, quand on lâche un épi de blé quelque part, ça va pousser et ça donne plutôt de beaux épis. Alors la question maintenant, c'est comment... bon, j'espère que j'ai été convaincant. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc... d'habitude, j'utilise des graphiques, mais c'est pas plus efficace. De la même manière, la domestication, c'est quelque chose de, évidemment, totalement involontaire et imprévisible. Comment voulez-vous que des gens qui cultivent des plantes sauvages ou élèvent des animaux sauvages, on va dire pour la première fois, alors que personne dans l'humanité de l'époque ne l'a jamais fait, comment voulez-vous qu'ils aient l'idée de produire une plante domestique ou un animal domestique ? Ça n'a pas de sens. Même aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas bien à faire la différence. Et je ne vois pas comment les protoculteurs auraient pu imaginer ça. Alors, comment on repère maintenant
sur le terrain et comment on explique le processus de domestication, surtout des plantes et surtout des graminées, c'est ce qu'il y a de mieux étudié. Alors, vous pouvez lire là? Qu'est-ce que c'est que la protoculture donc? Comment on repère qu'il y a protoculture? On a d'abord repéré la domestication, puisque là on voit que les graines sont différentes, mais comment on repère qu'il y a protoculture? Alors je dirais que d'abord parce qu'on voit une multiplication des graines près des habitations. Des graines qui n'ont pas germé, des graines qui ont été conservées d'une manière ou d'une autre, et ça signale le lieu où s'est produite la protoculture, et ça signale aussi, enfin, ça pousse à formuler l'hypothèse qu'il y avait protoculture. Quand on voit le nombre de graines retrouvées autour des habitations augmenter de manière très significative, on fait l'hypothèse, les archéologues font l'hypothèse qu'il y avait protoculture. Deuxièmement, autre signe, les pollens. Quand les pollens, par rapport aux couches plus anciennes, donc aux époques plus anciennes, quand les pollens se multiplient anormalement en certains lieux, en particulier autour des habitations, mais on va le voir aussi ensuite en d'autres lieux éventuellement, on peut faire l'hypothèse que cet accroissement de la densité des graines, de la densité des pollens en certains lieux, c'est le signe que la protoculture avait commencé. Pas la culture, hein. La culture, on en a parlé, c'est la domestication, mais on va retrouver ça tout à l'heure. Et puis, alors on est sûr que les gens, alors, ont sans doute cultivé, même si les plantes ne sont pas encore domestiquées, quand on retrouve des graines et des pollens d'une espèce en dehors de son aire d'existence naturelle. On fait alors clairement l'hypothèse que c'est les hommes, quand c'est corrélé avec tous les autres signes qu'on a déjà dit, on fait l'hypothèse que c'est effectivement les hommes qui ont transporté une espèce qui n'était pas présente là, ils ont commencé à la cultiver ailleurs. C'est comme ça qu'on voit qu'en dehors du foyer d'origine de l'agriculture, on voit des graines de blé sauvage, d'orge sauvage, etc., qui ne sont pas présentes, des plantes qui ne sont pas présentes là, on voit qu'on les retrouve en Turquie, on les retrouve en Afrique du Nord, on les retrouve ensuite en Europe. Donc, ça veut dire qu'elles ont été transportées et multipliées par les hommes. Bon, en dehors de l'aire naturelle de l'espèce. Proto-élevage, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand les ossements se multiplient rapidement autour des habitations, c'est le signe qu'on n'a peut-être plus seulement, qu'on ne fait plus seulement appel aux produits de la chasse. Deuxièmement, les proportions des ossements de jeunes augmentent, c'est-à-dire que les agriculteurs qui proto-élèvent des sangliers sauvages ou des bœufs sauvages ou des mouflons sauvages, évidemment, ils abattent pas les reproducteurs. Ils abattent pas les femelles reproductrices. Ils ont tendance à abattre beaucoup plus les mâles que les femelles, puisque un mâle pour 10 femelles, ça suffira. Donc, ils garderont peu de mâles. Et donc, ils abattent, pour manger, de préférence, les jeunes mâles. Alors, quand on voit la proportion des ossements de jeunes mâles se multiplier en un lieu, on est à peu près sûr que ça ne vient pas de la chasse, qui a une répartition des ossements intersexuels et inter-âge différente. Donc la multiplication des ossements de jeunes mâles, c'est un signe considéré comme à peu près manifeste quand il est bien visible et qui est assez durable, que ce n'est pas un accident momentané. On est à peu près sûr que c'est parce que les gens ont les animaux en captivité, fussent-ils encore tout à fait semblables à ceux qui sont encore dans la nature sauvage, mais on est à peu près sûr que les animaux sont en captivité, qu'il y a un abattage sélectif pour assurer la reproduction et la consommation des uns et des autres. Alors le signe, on glisse vers la domestication quand on voit que la taille des animaux, par contre, se réduit fortement. Ce qui est le signe que ces animaux sont beaucoup plus mal nourris,
qu'il ne l'était dans la nature, ce qui n'est pas si étonnant que ça, parce que, nourrir des sangliers, il faut évidemment soustraire, on peut leur donner des débris de cuisine, des restes de consommation humaine, mais de temps en temps, il faut leur donner quelque chose. Bon, autrement dit, on les fait un peu crever de faim et ça finit par se voir dans leur taille. Deuxièmement, ils sont beaucoup plus inégaux que dans la nature, parce que dans la nature ne survivent que ceux qui ont passé un certain cap de croissance, de vigourosité, etc. Troisièmement, on voit apparaître des déformations osseuses en tout genre, qui sont le signe et de la malnutrition des animaux proto-élevés, et quelquefois de carences graves, et aussi du fait qu'on les entrave, qu'on les empêche de courir. Donc les animaux en voie de domestication sont beaucoup moins beaux, je ne sais pas, mais beaucoup moins vigoureux et en beaucoup moins bonne santé que les animaux sauvages. Ça, on peut dire que la domestication, pour les animaux, ça se joue dans le sens d'une péjoration. Il ne faut pas confondre avec les animaux du concours agricole aujourd'hui, hein. Là, on a fait le travail dans l'autre sens, mais ça a pris beaucoup de temps. Et puis surtout, les animaux d'élevage, on retrouve sur les lieux de consommation, en général, des squelettes entiers, y compris les pattes, etc. Alors que les animaux produits de la chasse sont souvent un peu écourtés pour les alléger au transport. On les tue ou on les trouve, et puis en général on leur coupe les pattes, quelquefois on leur coupe la tête, on les éviscère. Autrement dit, là on va trouver des squelettes entiers, sur place, près des habitations. C'est le signe, disent les archéologues, que ce sont bien des animaux qui ont été élevés et abattus là, et non pas débités en morceaux avant de les transporter. Alors voilà, bien sûr, quant à des présences d'ossements de telle ou telle espèce en dehors de son aire naturelle. Mais enfin, ça, c'est évident, tout le monde comprend ça. Domestication. Alors, définition de la domestication, c'est l'acquisition de nouveaux caractères morphologiques, la forme des animaux, la forme des grains de blé, etc., différents de ceux de l'espèce sauvage, telle qu'elle se perpétue dans la nature, mais aussi de nouveaux caractères comportementaux, qui ne sont pas visibles, mais qu'on va voir tout à l'heure en étudiant le processus de domestication. Et deuxièmement, il faut que ces caractères, évidemment, soient durables et donc incorporés génétiquement. Ce n'est pas des phénotypes, ce sont des génotypes. Et qui résultent de manière compréhensible et logique de la protoculture et du proto-élevage. Donc c'est l'acquisition de caractères nouveaux, morphologiques et comportementaux, durables et donc avec un arrière-plan génétique, et qui résultent d'une longue pratique de la protoculture et du proto-élevage aboutissant à ces changements-là. Deuxième point, je le dis, c'est un résultat évidemment imprévisible à l'époque de la protoculture. Vous voudriez domestiquer une espèce sauvage et vous y arriveriez, ça serait un résultat imprévisible aussi, parce que vous ne savez pas très bien quelle allure ça aurait à la fin. Mais enfin, vous auriez prévu de le faire. Et en tout cas, c'est forcément inintentionnel. Ce qui ne veut pas dire que tout est inintentionnel pendant ce long processus. C'est fondamentalement imprévisible et inintentionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gestes de sélection voulus de la part des agriculteurs. Ce n'est pas la même chose. C'est la domestication entre changements déterminés de caractère qui ne pouvaient pas être prévisibles et intentionnels. Donc c'est pas... Alors... je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça le syndrome de domestication. C'est la maladie des scientifiques d'appeler de manière incompréhensible les choses. Ce sont les caractéristiques de la domestication. Les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise une céréale domestiquée? Alors donc, c'est un ensemble de caractères morphologiques et comportementaux acquis à travers le processus de la protoculture. Alors, c'est quoi? Première chose, c'est ce qu'on appelle la non-dormance des graines.
Vous récoltez des céréales sauvages ou de n'importe quoi dans la nature, vous les semez à l'automne, aux premières pluies, hein, vous récoltez ça au mois d'août, vous semez ça à l'automne aux premières pluies. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, il y a une partie des graines qui vont germer à l'automne et une bonne partie des graines qui ne vont pas germer. Celles qui ne vont pas germer, elles ne sont pas forcément mortes ou perdues, elles vont germer éventuellement l'année suivante, ou quelquefois dans 2 ans, ou quelquefois dans 3 ans. C'est ce qu'on appelle la dormance. Les graines qui ne germent pas à la première saison favorable sont des graines dormantes et qui se réveilleront, etc. Alors cette dormance est déterminée par des hormones qui empêchent la germination et qui sont localisées dans les enveloppes du grain, les téguments qui enveloppent. Et ok. Alors, quand maintenant vous prenez une céréale sauvage, vous la semez, puis vous la récoltez l'été suivant. Puis vous la ressemez, vous la récoltez l'été suivant, vous la ressemez, vous la récoltez l'été suivant. Bien évidemment, ce que vous avez semé là autour de la maison et récolté l'été suivant, vous ne récoltez pas les graines, vous ne récoltez pas les descendants des graines dormantes qui ne germeront que l'année suivante ou dans 2 ans. Donc vous sélectionnez automatiquement des lignées, on va dire, de plantes qui ont tendance à se reproduire au premier coup. Puis au bout de N générations, eh bien, vous aurez plus que des graines non dormantes. Et par-dessus le marché, comme les inhibiteurs de germination, les substances qui empêchent la germination sont contenues dans des enveloppes épaisses, eh bien, vous sélectionnez des céréales peu ou pas vêtues. Tac. Donc, il y a un caractère il y a un caractère comportemental, c'est la non-dormance qui est sélectionnée, un caractère comportemental qui est la dormance qui est éliminée, et puis il y a les caractéristiques morphologiques attachées à ça, c'est des enveloppes épaisses qui existaient et qui disparaissent. Rachis, c'est-à-dire la tige de l'axe d'un épi, les pédicelles, c'est-à-dire les petites tigelles qui attachent le grain à l'épi, tout ça, ça va devenir solide. Parce que si vous avez des tiges qui cassent facilement, des rachis qui cassent facilement, des pédicelles qui cassent facilement, les grains tombent facilement, l'épi tombe facilement, les grains tombent facilement, tout ça, vous ne le récoltez pas. À moins de glaner après la moisson, mais vous avez tendance à récolter les épis entiers et les grains entiers, enfin qui sont tous présents. Donc vous sélectionnez petit à petit des épis solides avec des grains bien attachés et tout ça, et vous éliminez petit à petit ce qui dans la nature est un facteur favorable, qui est la facile dissémination des épis des grains. Et au contraire, vous sélectionnez des céréales ou des légumineuses qui se cassent pas comme ça et qui s'éparpillent pas comme ça. Donc vous sélectionnez des épis solides, des attaches solides, etc. Et vous sélectionnez un égrenage difficile. Deuxièmement, les céréales qui, à l'état sauvage, ont plusieurs tiges, plusieurs épis ou inflorescences d'un autre type, et qui mûrissent pas en même temps, vont être plus ou moins éliminés, parce qu'au moment où vous allez moissonner, vous allez prendre ceux qui sont mûrs, ceux qui ne sont pas mûrs, vous allez les laisser, ou en tout cas, ils ne seront pas assez mûrs pour donner des grains qui pourront être ressemés. Hein, et ceux qui seront trop mûrs, bon, il y a des chances que les grains soient tombés ou que les épis ou épillés soient tombés. Donc, le fait que vous récoltez groupé a tendance à éliminer ce qui n'est pas mûr et ce qui est trop mûr, et donc égrené. Et donc, quelque part, vous allez sélectionner petit à petit des céréales avec un seul épi ou une seule inflorescence et non pas une multiple. Les maïs sauvages, la théocinthe sauvage qui était l'ancêtre du maïs, elle avait une demi-douzaine de tiges avec des épis dessus. Bon, les maïs d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font 2 épis. Pareil pour le blé, sauf si on l'a fait taler, mais c'est autre chose. Chaque tige, un épi. Hein, on l'a talé, c'est une reproduction, c'est comme une bouture végétative. D'accord. Donc,
on sélectionne des céréales avec une inflorescence unique, relativement unique ou très peu nombreuse, et qui sont finalement riches en grains. Vous sélectionnez nécessairement les épis où il y a plus de grains que ceux où il y en a moins, puisque vous les ressemez davantage. Alors vous allez me dire, c'est miraculeux, on dirait que c'est plus pratique, ce qu'on sélectionne. Ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que le dernier caractère, c'est quand même le pire, quoi. On dirait vraiment que c'est fait exprès, quoi. Maintenant que vous semez vos grains de blé sauvages côte à côte sur un même terrain, et non plus au petit bonheur la chance dans une savane où il y a tout un tas d'autres espèces, et où une tige de blé, un plant de blé, va rarement être en concurrence avec un autre plant de blé dans la nature. Dans la nature, il va être en concurrence avec des plants de tout un tas d'autres espèces. Et donc, à un moment donné, ça va le pousser à être plus précoce, ou à être plus tardif, ou à être ceci ou cela. Hein. Eh bien, quand vous les semez côte à côte sur un même espace, en les semant en même temps, et puis en les récoltant en même temps pour les ressemer en même temps, eh bien, vous sélectionnez nécessairement les grains qui prennent le plus vite le dessus sur leurs congénères. Blé, semé juste à côté, pas loin. C'est-à-dire que vous mettez en place un système de concurrence intraspécifique et non plus de compétition multi-espèces. Eh bien, c'est les grains qui vont germer le plus vite et qui vont pousser le plus vite qui vont étouffer les autres. Alors, si vous faites dans votre jardin, vous n'allez pas trop avoir l'année prochaine ça. Mais si vous le faites pendant 500 ans, eh bien, à la fin, vous sélectionnez les grains qui germent le plus vite et qui prennent plus vite le dessus sur les autres. Et quels sont ceux-là? Ben, c'est ceux qui ont les réserves en sucre les plus abondantes, c'est-à-dire un albumène très important par rapport au germène, qui lui n'intervient pas beaucoup dans cette affaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir une grosse réserve de sucre dans le grain de blé vous donne une capacité d'hydrolyse de cet amidon qui est là, qui va nourrir la plantule et lui permettre de pousser des racines et des tiges et des feuilles avant même d'avoir commencé à faire sa propre photosynthèse. C'est la réserve qu'il y a dans le grain qui détermine la compétitivité de ce grain par rapport à ses voisins. Et donc vous allez sélectionner des gros grains riches en sucre. Alors ça n'a pas que des avantages, parce que plus ils sont gros et plus ils sont riches en sucre, moins ils contiennent de protéines. Donc vous faites un blé domestique qui est moins riche en protéines que le blé sauvage, c'est clair. Mais il n'empêche que vous sélectionnez quand même un blé qui ne se casse pas, qui ne s'égrène pas avant qu'on vienne le récolter, qui a des épis plutôt uniques et bien nourris, plutôt grands et avec plutôt des gros grains. C'est comme ça. Si la céréale domestiquée, au fond, ne se portait pas mieux quand on la cultive que la céréale sauvage, ça serait quand même surprenant. Mais il se trouve que la céréale qui se porte le mieux quand on la cultive, celle qui s'épanouit le mieux, ben c'est aussi celle dont le paysan profitera le plus. Si c'était le contraire, ça serait quand même étonnant. La céréale utile au paysan, c'est celle qui se porte le mieux quand il la cultive. Alors, vous allez me dire, c'est quand même, hein, y a un truc. Ben non, regardez les animaux. Les animaux qui se portent le mieux en captivité, c'est ceux qui sont devenus malingres, qui ont supporté les horribles conditions du proto-élevage. C'est-à-dire, on les a fait crever de faim, on les a entravés, on a éliminé ceux qui étaient un peu trop vifs. C'est-à-dire que l'animal domestiqué, primitif, est péjoré. La plante cultivée primitive n'est pas péjorée, elle est plutôt plus belle, enfin. En tout cas, elle est plus productive que la sauvage. Donc c'est comme ça. C'est pas prédictible. Ça se passe pas comme on croit. C'est difficile de faire sur les choses qui se sont passées là à cette époque. Je me donne 5 minutes encore. C'est difficile de faire des conjectures tant qu'on n'a pas des bases archéologiques à peu près sérieuses. Après, on a le droit d'interpréter les choses avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, les raisonnements qu'on peut faire aujourd'hui, mais il ne faut jamais partir de rien. Vous voyez ce que je veux dire? La connaissance archéologique de cette histoire-là, des plantes, des animaux et des hommes, elle est complètement discontinue. C'est moins que l'histoire de l'espèce humaine. Hein.
c'est discontinu et on refabrique un espèce de continuum. Hein. Alors, j'ai entendu dire quand j'étais petit que la réalité était plus riche que la théorie. Moi, je suis pas sûr. La réalité, on la saisit par miettes, quoi. Et la théorie, on reconstitue. Quand vous faites un graphique, toc, il y a une infinité de points sur votre graphique. C'est pas sûr que dans la réalité, il y a une infinité de points observables. Puis, le serait-il que vous ne pourriez pas les observer? Donc, je sais pas, moi j'ai tendance à penser que la théorie est plus riche que la pratique. Mais c'est comme ça, hein. Je ne vous force pas à réagir là-dessus. Bon. Les plantes à multiplication végétative, deux mots, hein, c'est sûr que là, le cultivateur, il va quand même penser assez vite, je pense, à choisir la plante qui est la plus belle et qui lui convient le mieux. Cela dit, c'est pas sûr que la plus belle et qui lui convient le mieux, ce soit pour des raisons vraiment génétiques. Ça peut être tout simplement parce qu'elle est dans un endroit plus riche, plus agréable pour elle. Et donc, il peut se tromper. Choisir sur l'apparence, c'est pas, ou l'utilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais quand même, on peut pas. Alors, multiplication végétative, il y a pas de dérive génétique. Hein. Théoriquement, c'est la même plante qu'on reproduit tout le temps à l'identique. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont été cultivées ou utilisées et qui ne sont pas vraiment domestiquées au sens où elles ont changé de caractéristiques morphologiques, comportementales et génétiques. Par exemple, les éléphants sont apprivoisés et utilisés depuis des siècles, mais on reprend des jeunes éléphants dans la nature et on les dresse, etc. Les éléphants utilisés par l'homme, on va dire, ils ne sont pas différents de ceux qui existent dans la nature. Ils ne sont pas domestiqués au sens... Il n'y a pas de syndrome de domestication visible. Il y a beaucoup d'espèces qui sont propagées sans avoir beaucoup changé de caractère, comme les palmiers à l'huile, les acacias albida, etc. Et puis il y a beaucoup d'espèces que, alors qu'ils ont déboisé aux quatre coins du monde, les agriculteurs ont gardé tout simplement parce qu'il ne fallait pas détruire cette espèce. Elle était utile en soi. C'est le cas du baobab, du karité et puis bien sûr des arbres forestiers. Voilà. Dernier point pour les caractéristiques sociales qui ont joué à ça. Je dois dire que ce qui est le plus difficile à inventer dans ce processus, c'est les changements. Je pense que ça ne peut pas fonctionner sans une espèce de révolution culturelle. Parce que vous semez vos céréales autour de votre maison. Pour que ça marche, ce qu'il faut, c'est quand même que le droit de cueillette, qui était non privatif avant, tout le monde avait le droit d'aller cueillir partout, comme c'est encore le cas quand vous allez aux champignons, etc. Hein. À partir du moment où vous cultivez, bien sûr, il faut que le fruit du fait que vous avez semé, c'est-à-dire détourner une partie de la récolte pour le semer, que vous avez quand même un peu travaillé pour le faire, il ne faut pas que tout le monde puisse venir ramasser votre récolte. Donc, quelque part, la maison, c'était déjà quelque chose que chacun, sans doute, avait construit. Donc, ça avait un caractère domestique relativement privé. Mais maintenant, les cultures et le terrain sur lesquels sont ces cultures, le temps au moins de la récolte, prend un caractère un peu privé. C'est-à-dire que, deuxièmement, les animaux que vous avez capturés, que vous avez gardés en captivité, c'est pas sûr qu'il faut que les gens, vos voisins, continuent à avoir le droit de les chasser comme si c'était, etc. Il y a forcément une espèce d'appropriation des résultats d'une certaine non-consommation ou d'un certain travail. Et donc, il y a un changement des règles sociales, des relations entre chaque famille et les plantes et les animaux, et même le territoire. Et on voit d'ailleurs que les maisons, à la fin du processus, et donc les relations entre les gens, la manière d'enterrer les morts et tout ça, ça ne se ressemble pas. C'est difficile à interpréter. Mais tout se passe un peu comme si on était passé à une espèce de constitution, de foyer,
et qui ont un caractère lignagé. C'est pas sûr que c'était comme ça à l'époque où c'était vraiment la simple prédation végétale ou animale. Enfin, une dernière chose que je vous dis, juste pour pas dépasser le temps, ben, c'est que les linguistes pensent aujourd'hui dans leur majorité et que si on peut imaginer qu'il y a une langue aïeule qui a été inventée à l'époque de la chasse au grand gibier, comme le pensent certains linguistes, qui serait la langue mère de toutes les langues qui existent aujourd'hui. Ça, c'est une conjecture sans doute qui a une part de vraisemblance. Mais par contre, on constate qu'il y a les grandes familles de langues coïncident plus ou moins aujourd'hui, c'est pas démontré à 100%, mais coïncide avec les espaces d'expansion des agricultures néolithiques à partir de chacun des grands foyers. C'est-à-dire qu'il y aurait les langues indo-européennes auxquelles on rattache de plus en plus les langues sémitiques et même pour certains auteurs les langues africaines, qui iraient donc de l'Inde au Finistère, hein, et qui iraient de Palais-Lapon, mais qui irait des Scandinaves du Nord à l'Afrique du Nord et à une partie de l'Afrique noire agricole. Tout ça, ça serait un espace linguistique. De même qu'on trouve des choses analogues en Amérique, en Asie. C'est-à-dire que ça serait des familles de langues qui se seraient constituées dans les foyers d'origine il y a, bon, on va dire, environ 10 000 ans, et puis qui ensuite auraient essaimé aux quatre coins des continents, et qui, évidemment, ces langues se sont ensuite différenciées. Et aujourd'hui, elles ne se ressemblent pas, et les gens ne se comprennent pas, mais les linguistes découvrent qu'elles ont assez de caractères communs pour être classées dans la même famille. Mais ça se développe. On constate aussi qu'il y a des parentés génétiques entre tous les gens, à part les immigrés récents, hein, récents, c'est-à-dire bien postérieurs au néolithique, par les immigrants, qu'il y a des signes de parenté génétique entre tous les peuples qui sont dans une ère d'extension. Et on voit que le degré de parenté va en diminuant quand on part du centre du foyer en allant vers les bords de l'ère d'extension. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fur et à mesure de l'éloignement, évidemment, des croisements, on va dire, avec d'autres peuples, chasseurs-cueilleurs ou venus d'ailleurs. Alors ça, mais enfin ça, c'est pas suffisamment au point, et puis c'est pas directement non plus le sujet. Ça fait partie des choses qui vont avec le sujet. Je vous remercie de votre attention.